Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête de cyclisme, le podcast dédié au cyclisme. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle fois un sujet essentiel pour tous les passionnés de vélo, comment choisir la selle idéale pour votre discipline, que vous soyez un cycliste débutant ou expérimenté. La selle joue un rôle crucial dans votre confort et votre performance, que ce soit sur route ou dans les chemins, bien évidemment, puisque nous allons parler dans les épisodes à venir également de gravel. Dans cet épisode, nous vous guiderons avec JP Ferreira à travers les différents aspects à considérer lors du choix d'une selle à vélo. Bonjour JP, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci Arnaud, bonjour à tous. Je suis ravi de te retrouver autour de cet épisode. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction, JP, sur le choix de la... Eh bien, la selle à vélo et ce qu'on pose sur la selle à vélo, c'est encore un des points tabous de notre sport finalement. C'est un point de confort essentiel. C'est notre plus grosse surface de contact avec le vélo. Et ça fait l'objet d'inconfort, l'objet de blessures, j'ai employé le mot direct, blessure, parce qu'on n'en parle pas, mais en fait c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre de plus en plus avec les disciplines et l'évolution des disciplines et l'allongement du temps de selle, voilà, tout simplement. Donc clairement un point crucial, souvent sous-estimé, où les gens sont un peu laissés seuls, livrés à eux-mêmes. Voire même certains vélos, l'acquisition des vélos, il n'y a pas de choix de selle en fait. Ah non, absolument pas. Moi, de toute façon, très clairement, quand on est un fabricant de vélo, on met la selle la moins chère pour qu'il y ait une selle en fait. C'est un peu comme les pédales. Et puis après, mais on verra que ça peut, des fois, il y a des gens qui sont d'une parfaite insensibilité de ce point de vue-là et qui peuvent rouler sur n'importe quoi. Ils ont probablement de la chance. Pour d'autres, c'est un vrai parcours de combattant. Il y a des gens et des pratiquants, t'en as croisé, et moi j'en croise clairement aussi à l'atelier, pour qui c'est un chemin de plusieurs années avant de trouver la bonne combinaison, parce qu'il y a une question de combinaison. Voilà, donc clairement un sujet vaste où on va devoir se regarder dans les yeux pour ne pas durer 2h30. Voilà. Bon, très bien. Alors on va le faire comme on le fait habituellement. On avait commencé avec ça sur la saison 1. C'est un petit peu d'histoire. Je sais que tu maîtrises parfaitement tous ces sujets. Donc, comment a évolué aujourd'hui une selle quand on voit les selles d'aujourd'hui? On va creuser également les différents types de selles qui existent aujourd'hui. Mais quelle a été l'évolution au niveau des matériaux d'une selle que l'on retrouve sur nos vélos? On ne va pas refaire l'histoire en revenant directement à la draisienne, mais la draisienne, c'est la première chose qui ressemblait à un vélo. On fera en saison 3, on va faire des quiz, voir si les gens avaient écouté saison 1 et s'ils ont retenu les dates peut-être. Voilà, mais clairement sur la draisienne, on était sur du cuir. Voilà. Est-ce que ça ressemblait déjà à ce qu'on appelle une selle aujourd'hui? Pas nécessairement. On partage le mot, dans le cyclisme, on a une selle pour lesquelles les cavaliers utilisent des selles aussi. Ça peut se ressembler, mais pas complètement. Donc, enfin, historique des matériaux, cuir, très clairement. Que ça soit vraiment sur les origines du cycle, la draisienne et les premiers vélocipèdes, que sur les vélos comme on le connaît aujourd'hui. Il y a encore des fabricants de selles en cuir aujourd'hui. Oui, on en cite vite fait. Il y en a un qui est anglais, qui s'appelle Brooks, qui a vraiment une grosse réputation. Et chez nous, en France, on avait Selle Idéal, qui a disparu pour être réintroduit sur le marché il y a quelques années. Et on les salue d'ailleurs. Et puis Berthoud, évidemment. Voilà, donc ça, c'est les grands défenseurs du cuir. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le principe de base, si on reprend l'histoire, c'est... Allez, je passe la lame de cuir tendue, mais après, on arrive plutôt sur des choses qui vont comporter un châssis et une surface d'assise. Le cuir est mis en forme, un peu comme une chaussure. C'est comme une espèce d'emboutissage finalement. Et puis, donc on va revenir après sur toutes ces caractéristiques différentes. Mais le cuir a assez rapidement laissé sa place, en tout cas sur les parts de marché, on va dire, à des matériaux de synthèse, des matériaux plus industriels, des thermoplastiques, des plastiques, de l'acier, du titane. Et on va toujours séparer. Il y a une partie de châssis, il y a une partie d'assise. Voilà. Donc, le carbone fait aussi son introduction. Moi, je me souviens effectivement de ces premières selles très petites d'ailleurs en carbone que je n'ai jamais utilisées parce que ça m'a toujours impressionné, cette finesse. Je me suis dit, je ne pourrais pas être confort sur une selle en carbone en fait. Ouais, c'est pas. C'est un a priori, mais on pourrait. Certes, c'est très léger. Ça peut être beau, tout dépend, mais. On pourrait faire exactement le même commentaire que celui qu'on fait quand on parle des matériaux du cadre. Je suis pas sûr qu'il y ait un mauvais matériau. Voilà, il peut y avoir une mauvaise ingénierie, mais il y a des gens qui roulent confortablement et ça dépend de la pratique, ça dépend du cycliste. On va voir que je sais pas si on apportera une réponse absolument ferrée
à la fin de cet épisode, mais il y a des gens qui sont parfaitement confortables sur une selle qui est constituée d'une fine couche de carbone pour l'assise et de rails en carbone pour le châssis. Et voilà, on peut aussi mettre un peu d'amorti là-dedans, on peut mettre de la texture pour pas que ça glisse. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très complexe, mais le panel de matériaux est large et surtout qu'on peut utiliser des matériaux différents pour répondre aux différents rôles, aux différents... C'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui le choix des matériaux dépend finalement de la discipline et de la pratique et de comment, dans quel environnement le pratiquant veut l'utiliser. Complètement, et puis il y a plein de fonctions. Dans une selle, c'est un endroit où on s'assit. Il y a une partie de châssis donc pour la relier au vélo, pour la relier au reste du système. Il y a une partie de maintien, de tenue. Il peut y avoir une partie d'amortissement. Il peut y avoir une partie de retenue parce que quand on se déplace sur la selle, il faut qu'on puisse se déplacer, mais il faut aussi qu'on ne glisse pas en permanence parce que sinon ça nuit à l'effort. Donc on peut très bien avoir du cuir sur l'assise mélangé avec une partie de matériaux de synthèse ou de thermoplastique pour une partie du châssis, combiné avec des rails plutôt métalliques. Donc on peut disséquer une selle et trouver 5 à 6 matériaux différents parfois. Voilà. Ça me fait penser, quand tu dis au grip, ça me fait penser à Martine qui mettait du scotch pour ses chronos, tu sais, le champion du monde de chrono, qui mettait du scotch double face sur sa selle. Ouais. Comme ça, une fois positionné, parce que c'est vrai, quand tu es en chrono, tu as tendance à glisser vers l'avant. Et lui mettait un scotch double face. Alors j'espère que ça a bien évolué depuis, mais mettait un scotch double face sur sa selle pour qu'une fois posé, eh bien, il soit vraiment agrippé et tenu. Donc c'était assez drôle, mais je pense que ça a évolué. On va rentrer dans les détails du choix, du choix de sa selle, hein, du choix de la selle à vélo. On va commencer par la largeur. Qu'est-ce qui fait que le choix d'une selle, et notamment de sa largeur, soit très important? Alors, ce sont tes mots, Arnaud. C'est toi qui dis que c'est très important, mais tu n'es pas le seul. C'est un peu, ça peut faire partie de ces choses installées, de ces us et coutumes, de l'état de l'art, où on va te dire qu'on doit choisir une largeur de selle et qu'on va, la plupart du temps, je ne sais pas si on peut parler d'un consensus, mais en tout cas, voilà, d'un usage, on va dire que ça a une relation formelle avec une largeur d'ischion. Donc, ce sont ces os qu'on a. Voilà. C'est vrai que la largeur de la selle peut aller avec la forme de la selle, parce qu'effectivement, tu vois des selles très fines, tu vois des selles très larges. Tout dépend aussi de la pratique. Si je fais de la compète, si je fais du vélo taf, où je me déplace en ville uniquement, c'est une question de confort, de largeur, d'assise. Oui, mais voilà. Tu me parlais de la largeur. Souvent, on va te dire, ok, largeur de selle par rapport à relier à la largeur de ces os et de ces ischions. Donc, il y a des fabricants de selle qui vont déroger à cette règle-là, qui vont donner un impact plus important à la forme. On y reviendra, mais voilà. En tout cas, si on rentre par ce côté de la largeur, on sait aussi que certains fabricants d'accessoires vont te permettre et permettent à leurs revendeurs d'avoir des outils de mesure de largeur d'ischion pour pouvoir diriger le cycliste vers une largeur de selle. Les largeurs communes, on va dire qu'il y a 3 gammes de largeur grosso modo qui vont dominer le marché. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas autre chose, on essaie de faire des généralités aux alentours des 130 mm, aux alentours des 140 mm et aux alentours des 150 mm, parfois 160, voilà, dans cette gamme-là. Et on parle de la largeur maximale de la selle, donc la partie où on est censé poser un peu plus de poids sur une. Donc c'est la partie arrondie, c'est ça ? Exactement, voilà. Après ce qu'on appelle le croissant, voilà. Donc il y a vraiment cette entrée de largeur de selle. Bien sûr, c'est très difficile en fait, qu'on se prête à un exercice quasi impossible. Là, c'est-à-dire qu'on essaie de décliner point par point, alors qu'en fait, on ne peut pas ne pas avoir une vision holistique de la chose. Et en tout cas, me concernant, je pense que ça va aussi jusqu'au cuissard. Oui, voilà. tout à fait. Il y a une vraie histoire de combinaison. Si on isole la largeur, en fait. Mais ça permet quoi en fait ? Ça permet quoi d'avoir une bonne largeur de selle ? C'est la répartition du poids, c'est la stabilité ? Mais oui, mais la répartition du poids, elle vient d'abord de ta position sur le vélo, puisque ta répartition de poids, si on considère que on a 5 points de contact, c'est ce qu'on avait dit une fois sur un épisode sur le contact, 2 mains, 2 pieds et un postérieur, voilà. On a une répartition du poids du cycliste vis-à-vis de son vélo, du vélo qu'il reçoit sur ces 5 points, en fonction notamment de son basculement sur le vélo. Tout à fait. Un vélo de ville, un vélo hollandais avec un guidon on aura une selle plus large. Une selle beaucoup plus large, puisqu'on va être vraiment assis. Voilà.
un Une vélo position de quasiment assise, effectivement. un vélo de tri. Tu parlais tout à l'heure de Martine qui glissait. En fait, la partie large de la selle sur un vélo de tri, on y est très peu. Ouais. Mais Clairement. on avait parlé aussi d'études posturales, tu te rappelles, et puis de confort général. Et moi, j'avais introduit la notion d'équilibre. En fait, c'est le poids qui va être posé sur la selle, il est aussi très dépendant de cette notion d'équilibre entre les forces de pédalage, le poids du buste, l'angle de basculement, etc. Donc, nécessairement, la largeur seule, elle ne veut pas dire grand-chose. C'est sûr que les largeurs que j'ai données là tout à l'heure en disant qu'entre 130 et 160 sont des largeurs de vélo de route, on va dire, ou gravel conventionnel, sur des selles de vélo de ville ou des vélos à dominante urbaine, on est sur des largeurs plus importantes parce qu'on est plus assis, on est plus redressé. Voilà. Et plus on va vers le... On pourrait dire que plus large, plus pépère, plus fin, plus sportif. Voilà. Si on fait une généralité, c'est ça la largeur. Et chacun doit trouver quelque chose qui convient à sa physio là-dedans aussi. Effectivement, ouais, la forme de la selle permet d'avoir un meilleur confort, un meilleur équilibre. On ne parle pas du tout de performance. Hein. Il y a une importance aussi, tu parlais de blessures. C'est vrai que la selle, quand on fait du vélo et qu'on en fait régulièrement, est quelque chose qui devient préoccupant. En tout cas, ça fait partie du paysage. Quand tu es cycliste et que tu fais des distances qui sont de plus en plus longues, après tout dépend à partir de quelle distance on parle, mais ça devient un vrai sujet de discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une tendance à aller vers de la selle personnalisée, conçue pour vraiment ton assise? Alors, tu parlais du moment où ça peut concerner quelqu'un. Je pense que là, on peut donner une approximation. Je pense que quand on commence à rouler 50 km d'affilée, la question commence à se poser pour à peu près tout le monde, n'importe qui. Voilà. C'est-à-dire que tu enfourches le vélo de quelqu'un juste pour faire 10 km, un tour en ville, 15 km de vélo taf, tu es à peu près capable de le faire sur n'importe quel type de selle. Quand tu commences à faire 50 km d'affilée, sans descendre de ton vélo, tu commences à avoir des ressentis de points de pression, de frottement. Puisque tu parlais de la forme, elle induit certains frottements. Et tu disais qu'elle n'avait pas d'impact sur la performance, je ne suis pas complètement d'accord. Je reviens sur ce que j'ai dit. Parce que le confort, je viens de la saison, le confort égale la performance. Voilà, et après, sur l'évolution de la selle personnalisée, le marché tire dans tous les sens en ce moment là-dessus. Un petit peu d'impression 3D par-ci, un petit peu de moulage par-là, un petit peu de scan par-ici. Est-ce que ça va déboucher ? Très sincèrement, je l'ignore. C'est très compliqué parce qu'on parle d'une partie de notre anatomie qui peut être amenée à évoluer aussi. Et puis, sur lequel il y a une question d'interface, puisqu'on roule rarement avec le postérieur posé directement sur la selle. On introduit une interface qui est ce qu'on appelle une peau, dans un cuissard, qui peut varier en termes d'épaisseur, en termes de densité, en termes de largeur, en termes de texture, et qui change tout. Donc se dire que, comme on l'a tenté dans les casques, ou comme on est encore en train de l'expérimenter dans la chaussure aujourd'hui, est-ce que demain on va scanner ton postérieur pour faire une selle adaptée à ton postérieur et la mettre sur ton vélo ? Pour ça, il faudrait que tu aies toujours la même pratique, toujours la même position. Et que tu sois toujours dans la même position. Ouais. Voilà, donc ça me paraît très compliqué. Mais le marketing étant ce qu'il est, on va y aller. On va quand même essayer, par-ci par-là, d'envisager ça. Ça me paraît pas forcément la marche à suivre. Mais il y a une évolution dans ce sens. Voilà. De toute manière, on veut tout personnaliser et puis on veut tirer parti des dernières avancées technologiques et notamment de l'impression 3D. À minima, celle-ci, elle pourrait permettre éventuellement d'adapter la stratégie de filtration ou d'amortissement de manière personnalisée, ce qui, ça, pourrait être intéressant vis-à-vis d'un poids de pilote notamment, ou vis-à-vis d'une pratique. Adapter la forme, ça me paraît illusoire quand même, quoi. Voilà. Ça allait être justement mon sujet suivant, qui est je ne sais pas si on peut l'appeler le rembourrage, ou cette mousse. Si. Des selles n'en ont pas, des selles en ont un rembourrage important. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement, le rembourrage de la selle, est-ce qu'il doit être suffisamment épais, inexistant? Comment se positionner par rapport à ça aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont un choix de selle à faire? Alors en tout cas, qui s'ajoute au cuissard dont tu parlais, effectivement, cette mousse de cuissard. Oui. Après, on reviendra sur le cuissard. C'est pas un épisode sur les cuissards, c'est sur la selle, mais on va y revenir parce que pour moi, ils sont intimement liés, évidemment. Néanmoins, sur le rembourrage, c'est comme ça que ça s'appelle.
Il a deux fonctions. Il a une fonction de confort. Et alors de confort, c'est-à-dire on s'assied dessus et en statique, on a ce qu'on peut aller chercher sur un fauteuil, c'est-à-dire voilà, cette sensation d'être bien installé et que ça moule à peu près son anatomie. Et puis il y a une fonction de finalement suspension, c'est le terme technique en tout cas, mais on va dire de filtration des vibrations. Et là, on va aller aussi du côté des technologies de semelles de chaussures. Voilà, ça tombe bien. On est au plein cœur de Paris chez Iron comme d'habitude, donc on leur fait un petit coucou, mais on va chercher des technos là qui ont été usés, utilisés dans tous les sens, vraiment testés pour aller chercher des matériaux et filtrer certaines gammes de vibrations. C'est vachement important. On l'avait dit, c'est aussi quelque chose qui est en train de, par osmose, d'aller dans les rubans de cintre. Hein. Oui, voilà. Clairement. L'absorption des chocs, en fait. Parce qu'il y a vibrations, chocs. Exactement, voilà. Donc, encore une fois, c'est très dépendant de la pratique. Un rembourrage de selle de vélo de ville, il n'y a pas de stratégie d'amortissement des vibrations ou d'aller chercher un endroit où on va choper les pertes par suspension avant qu'elles aillent se dissiper dans le tissu du cycliste. On va juste mettre un rembourrage de confort pur et dur. Des fois, ça va de pair avec des gros ressorts sous la selle aussi. On est juste sur une suspension à ressort simple sans amortissement. Donc tout ça devient... ne nous leurrons pas. Je veux dire, des fois, avoir un gros ressort en métal induit une idée de confort. Voilà. Mais en tout cas, les besoins de rembourrage sur une selle Brooks ville ou une selle d'entrée de gamme de ville avec une grosse mousse épaisse, je pense que personne n'est allé mesurer la viscosité ou le comportement dynamique de la mousse. On prend de la mousse, on la taille à la bonne forme, on l'injecte à la bonne forme et puis on met un revêtement par-dessus et ça fait une selle de vélo de ville. Maintenant, sur les gens qui font des selles de performance pour le vélo de route, même pour le VTT, même si on est assis moins longtemps, XC, on passe quand même un peu de temps assis, voilà. Il y a plus de recherche qui va là-dedans parce que effectivement en fonction de la pratique, et c'est toujours pareil, plus on est dans une recherche de performance, moins, c'est comme ça, hein, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moins le confort prime et donc on va aller moins rembourrer, voire pas rembourrer du tout. C'est juste donner une surface d'assise, voilà. Et là, on se repose des questions aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a une part de la pratique qui est vraiment sur l'allongement de la distance, l'allongement de la durée de pratique. Donc les questionnements sont autres aussi. Alors c'est vrai que la conception de la selle, tu as commencé à introduire un peu le sujet, puisqu'une selle, déjà le choix se fait en fonction de la pratique, que ce soit du vélo de route, du vélo de ville, du VTT, du gravel. La forme de la selle est déjà différente, mais sa principale raison, c'est la position. C'est ce qu'on a dit en premier. La position va déterminer vraiment finalement, l'usage va déterminer la position va déterminer le type de selle. Et après, là-dedans, en fonction de son niveau de pratique, etc., et du niveau de contrainte, je veux dire, on n'a pas la même contrainte sur une selle quand on fait du VTT, qu'on doit à un moment faire avoir un pilotage technique hors de la selle et où la selle peut devenir un problème dans la manière dont elle interagit non plus avec notre postérieur mais avec nos cuisses, par exemple, avec l'intérieur de nos cuisses. C'est la liberté de mouvement, en fait. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on a inventé ces tiges de selle télescopiques pour essayer de faire disparaître le problème, mais de temps en temps on se pose aussi sa question. On a quand même un pilotage à plein de moments où on n'est pas complètement hors de la selle mais légèrement surélevé pour une question aussi d'équilibre, de recherche de répartition des masses pour passer des obstacles, etc. Et où la selle, voilà, elle a une contrainte qu'on n'a pas sur un vélo de ville. Voilà, sur le vélo de ville, on ne se demande pas si la selle va nous gêner les cuisses à un moment ou un autre. Quand on a des athlètes, des triathlètes avec des quadrilles surdéveloppés, l'impact de la selle sur le pédalage peut jouer aussi. Donc la pratique et la position, c'est vraiment... Voilà, c'est ce que je voulais dire justement, la position, parce que je pense que tu peux avoir la bonne selle, mais si tu rates ta position, ça peut vite devenir un enfer. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de cyclistes, notamment ceux qui viennent de la route, qui sont très hauts sur leur vélo. Très hauts sur leur vélo, donc qui ont une hauteur de selle très importante et qui ne sont pas réellement assis sur la selle, mais qui sont vraiment presque en équilibre sur leurs deux jambes, sur la selle, qui fait juste un tout petit point d'appui et qui ne sont pas assis. Et là, il y a beaucoup de frottements et donc beaucoup de blessures. Donc ce que je veux dire par là, c'est que
le choix de la selle est très important, mais le choix du réglage ou de la position, je ne sais pas comment tu peux le dire. Je préfère qu'on dise réglage, parce que pour moi, voilà. la position, c'était la position du cycliste. C'est ce qu'on a dit en introduction, c'est un peu la façon dont il est basculé. C'est sa répartition de masse qui va dicter plutôt tel ou tel type de selle, avec ou sans rembourrage, plutôt large, plutôt courte, etc. Ça, c'est donc, on va dire que pratique et position du cycliste par rapport à son vélo vont un peu dicter finalement l'architecture de la selle. D'accord ? Après, sur le réglage de la selle, c'est tout autre chose. Et alors, parlons-en. Je veux dire, la hauteur de selle, c'est ce que tu viens d'évoquer là. La hauteur de selle, à mon sens, c'est réglage numéro 1 que tout le monde devrait savoir faire seul, parce que c'est très bien d'aller faire des études posturales. Chacun est libre, allez-y, il n'y a pas de souci, il y a des très bons pros et des gens qui ont beaucoup de choses à vous apprendre et vous aider, mais vous changez de cuissard le lendemain, la hauteur de selle est différente. C'est plus la même, tout à fait. En tout cas, encore une fois, s'il s'agit de rouler plus de 50 km, pour certains plus de 400 km d'affilée, si c'est pour aller chercher le pain, ça ne vous changera peut-être pas la vie, mais vous changez de chaussure, la hauteur de selle change. On est en train de parler de millimètres, on est d'accord, donc on parle de millimètres. Non, mais ne serait-ce que le cuissard, t'as raison. Une peau de cuissard entre deux cuissards différents. C'est pas la même. C'est pas la même, donc ça change la hauteur de selle. Donc je pense que, en tout cas, encore une fois, moi je suis là aussi pour partager mes points de vue et puisque mon expérience peut me rapporter. Pour moi, c'est le réglage que chacun devrait être en mesure de faire soi-même pour pouvoir adapter à, pourquoi pas, à sa tenue du jour ou à sa tenue pour une épreuve ou quoi que ce soit. Après, le reste, c'est plus fin, c'est l'avancée, le recul de selle, il y a plein de chapelles différentes, etc. La hauteur de selle, dès lors qu'on arrive au point que tu disais, c'est-à-dire un moment où, quand on met un coup de pédale et qu'on est au point bas et que la hanche bascule, là, pour moi, on rentre dans un potentiel d'abord de blessure au genou, plus loin, pourquoi pas de blessure là où on n'a pas envie d'être blessé. Donc la hauteur de selle est hyper importante et je les vois, ces gens dont tu parles aussi. Des fois, on est sur la route en voiture, on les voit devant nous, on se dit je m'arrêterais bien pour lui faire un petit coup de clé de 4 sur le collier de selle. Mais c'est vrai qu'on devrait partir avec des clés. On devrait tous partir les premières fois, les premières sorties avec sa selle, on va dire, ou un nouveau vélo. On devrait partir et ne pas hésiter à s'arrêter, parce que la sensation n'est pas la bonne. Moi, de nombreuses fois, ça m'a arrêté de faire une étude posturale à plusieurs centaines d'euros pour, au final, 15 jours plus tard, rebaisser ma selle parce que j'avais l'impression de pédaler sur la pointe des pieds. Donc, oui, et puis et ne pas être confortable, tu vois. Après, il faut aussi bien exprimer ce qu'on cherche quand on va faire une étude posturale. Est-ce qu'on cherche de la perf absolue ? Est-ce qu'on a tendance à changer le reste de son équipement ou pas ? Il faut aussi bien informer son professionnel. Mais moi, quand je livre un vélo, c'est le point sur lequel je passe un peu plus de temps pour que les gens soient autonomes. Je leur donne un process qui est ultra basique, en fait, mais je leur donne un process pour régler la hauteur de selle. Et c'est un point de référence. Et après, ils partent de là, ils peuvent régler s'ils changent de matériel. Mais pour moi, le reste de la position va dépendre de cette hauteur, parce que encore une fois, si l'avancée, le recul de la selle, donc là, on n'est plus déjà dans la selle, mais plus dans l'utilisation de la selle, l'avancée, le recul, on bouge tellement sur une selle de vélo que c'est important, bien sûr, mais c'est moins primordial que la hauteur. La hauteur, elle, finalement, même si on se déplace sur sa selle, elle varie assez peu, donc elle est importante parce que là où on passe le plus de temps, en règle générale, c'est quand même assis en train de pédaler au train. Donc c'est important que la longueur de jambe et la longueur de pédale soient bonnes là, pour pas se faire mal. C'est la position la plus utilisée pour moi, c'est donc le réglage prépondérant. Voilà. Et tu as aussi des selles qui sont fabriquées qui ne te permettent pas de changer de position sur le vélo. C'est-à-dire que tu es assis, tu es vraiment coincé, bloqué. Dont une que tu connais bien, mais ils appellent ça un siège d'ailleurs. Voilà, dont une que je connais bien, qui est peut-être les causes de mon mal de dos d'ailleurs, donc je suis revenu sur une selle classique. Mais oui, il y a des selles effectivement qui te bloquent complètement effectivement ce siège. Alors c'est vrai que tu as une sensation de liberté des jambes que tu ne connais pas sur une selle classique, mais ça peut aussi avoir d'autres répercussions sur le dos notamment. Et puis, vas-y. Il y a plein de typologies. La selle assez classique, alors on est sur un podcast, c'est très difficile d'illustrer, même si on voit nos trombines de temps en temps maintenant, mais la forme générique de la selle qu'on connaît, elle est challengée aussi par plein de gens, alors que les gens viennent d'une industrie mécanique ou d'un côté plutôt physio, soins, etc. Il y a des inventions, il y en a encore toujours. Tu parlais on va la citer, la selle Infinity, tu parlais de ce siège qui bloque un peu. La personne qui est derrière ça, on ne sait pas vraiment des fois s'il est plus technicien ou
ou praticiens. Je ne sais pas s'il joue aussi un peu sur ce tableau-là. Il y a des gens, le docteur Diane. Docteur, dont je ne sais pas s'il est vraiment docteur d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, les gens challenge. Tu as des selles qui sont 2 moignons où tu as juste deux blocs de mousse qui vont recevoir tes 2 ischions et il n'y a rien devant. Donc on challenge, ça arrive, c'est assez cyclique finalement. Tu as une nouvelle bonne idée qui arrive. La problématique de ça, c'est que souvent c'est des nouveaux entrants, donc ils n'ont pas un pouvoir qui permet de tester ça vraiment à extrêmement grande échelle et de voir si ça a lieu d'être ou pas lieu d'être. Aujourd'hui, il n'y a rien qui a remis en cause le design originel. On fait des variations autour du design avec... Il y a quand même une tendance qui est en train de se confirmer, c'est la réduction de la longueur des selles, en tout cas sur les selles destinées à une pratique plutôt sportive, on le voit. C'est physique, je crois. C'est physique. Il y a quelques années, faisait des selles très très longues, très fines et très très longues. Oui. Et tu te demandais, moi je me posais toujours la question, mais comment tu utilises l'avant? L'arrière, certes, c'est une position un peu plus relevée, mais l'avant, le point d'appui est quand même très, très faible, donc le risque de blessure très important. Oui, mais en fait, j'y reviens. En fait, je voulais juste donner ces 2 tendances-là, un raccourcissement et un évidement. C'est les 2 tendances que moi je vois. De plus en plus de marques de selles proposent des selles évidées pour réduire les pressions sur le périnée. Et puis plus courtes pour la liberté de mouvement, pour l'évolution de pratique où on est moins sur la route, vraiment ancré dans sa selle et plus à faire de la transition ou du chemin ou des choses comme ça. Et ça a donc c'est pas la majeure partie du marché, c'est une progression, donc c'est une tendance, mais c'est en train de prendre de l'ampleur et en fait les gens s'adaptent assez bien à ces selles un peu plus courtes, y compris sur la route. Et tu parlais maintenant de cette histoire d'appui sur un bec de selle, puisque c'est le terme technique. En fait, au moment où on est sur le bec de selle, on n'est plus vraiment en appui. C'est un point de stabilité, c'est comme un pivot. On est vraiment assis, effectivement. Et non, on est en pression à fond. Je reprends l'image du triathlète pour que tout le monde voit dans le triathlète, on est hors le fil à plomb avec la pédale, l'axe de la pédale et le genou. Enfin, on est vraiment en avant. Et le cycliste, il tient parce qu'il en est fort. Immobile, il ne tiendrait pas dans cette position. Je ne verrais pas emmener dans cette position mes enfants à l'école, effectivement. Voilà. Et donc, en fait, le bec de selle agit là plutôt comme un point de stabilisation, un ancrage ou un pivot, mais on a très peu de poids là sur la selle. C'est pour ça que ça ne crée pas tant de blessures que ça. Mais voilà, encore une fois, c'est un système mobile et variable tout le temps. Donc, Et puis, il y a quelque chose, je sais que ça te tient à cœur, c'est les différents matériaux et donc comment recycler éventuellement cette selle. Qu'est-ce que tu peux nous dire également sur, les matériaux et 2, en fin de vie, on va dire une selle qu'on garde généralement très longtemps, une fois qu'on a trouvé la bonne. Elle suit de vélo en vélo. Comment recycler tout ça ? La problématique est la même que dans tous les produits qui relèvent d'un assemblage. Finalement, c'est comment on sépare les matériaux pour les valoriser en fin de vie. Pour tous les matériaux, on va dire métalliques, les filières existent, qu'on ait des rails en titane, en acier inoxydable, l'aluminium, il y en a de moins en moins, mais bon, ça arrive encore. Tout ça, en général, c'est dès lors qu'il y a un matériau métallique, on arrive à le séparer assez facilement. Après, sur les parties supérieures, donc qu'on va appeler coque ou châssis, ou voilà, quand c'est du cuir, trouver une deuxième vie, c'est pas évident. Et après, sur les matériaux, si on peut les séparer, il y a des filières de recyclage sur la plupart des choses aujourd'hui. Alors les mousses, ça reste toujours compliqué, de toute façon, tout le rembourrage. Les surfaces de contact, c'est aujourd'hui, même si on ne fait pas une selle en cuir en tant que telle, où l'assise est en cuir formé, il y a très souvent du cuir sur la partie de contact avec le cuissard, d'accord ? Donc ça vient envelopper les mousses, ou en tout cas c'est la surface d'adhésion et de frottement. Donc il y a encore beaucoup de cuir et puis beaucoup de cuir synthétique finalement. Et puis en dessous, on a soit de la fibre de carbone, soit de la fibre de verre, soit des plastiques. Donc tout ça, ça existe. Alors la question du recyclage ou du côté environnemental, c'est peut-être la troisième tendance aussi. C'est-à-dire que depuis mi-2022, on voit fleurir des selles vertes, entre guillemets.
Moi, je me suis procuré c'est celle-là. Je regarde parce que tu connais mon goût pour les choses de l'environnement et le discours qui peut s'y raccorder. Aujourd'hui, je ne suis clairement pas convaincu, puisque de toute façon, au-delà de la selle en elle-même, est-ce qu'elle a consommé moins de ressources? Son circuit de distribution consomme toujours les mêmes ressources, son circuit d'emballage consomme toujours les mêmes ressources. Donc on a travaillé que sur un pan du sujet, celui qui permet de raconter une histoire. Donc je suis pas sûr que dans notre industrie du vélo, c'est le premier point sur lequel il faille travailler d'un point de vue de l'environnement, ce soit les selles, mais on en parle et on essaie de répondre à cette question. La réponse apportée aujourd'hui par les services marketing sur l'environnement, c'est un peu d'impression, en disant voilà, on fait de l'additif, on va utiliser une base de matériaux recyclables pour faire de la composition additive et produire des selles, et à la fois personnalisées. Bon, on cherche aujourd'hui, on est dans une industrie qui a tout le temps besoin d'innover ou plutôt de proposer de la nouveauté. Je préférerais le dire comme ça parce que l'innovation, pour moi en tout cas, l'innovation c'est toujours une question de donner un service supplémentaire à destination du client final. Proposer de la nouveauté, c'est autre chose. Donc on est sur une industrie qui propose de la nouveauté. Et donc voilà, on se cherche aujourd'hui. Les thèmes de personnalisation, c'est sûr. Le terme d'environnement, une fois qu'il y en a un qui a tiré le premier, tout le monde va essayer de suivre. Donc chacun y va de sa nouvelle selle. C'est la même qu'avant, mais celle-là, elle est produite avec moins de ressources ou elle est moins impactante sur l'environnement. Sur le recyclage, il n'y a pas de miracle, Arnaud. Voilà, il faut pouvoir séparer les matériaux et ça commence par la collecte. Qu'est-ce que tu fais de ta selle de vélo usagée? Où est-ce qu'elle va? En général, elle va dans la benne encombrant si jamais elle atteint la déchetterie. Donc, le recyclage, faut pas se leurrer, elle n'est pas recyclée aujourd'hui, elle n'est pas valorisée. Je ne sais pas si elle le sera demain, on a d'autres défis de ce point de vue-là. Voilà ce que je peux te dire sur ce sujet, mais les tendances, voilà, raccourcissement, évinement et personnalisation, ça c'est des tendances qui sont palpables sur le marché de la selle. Et qu'est-ce que tu peux nous dire des selles? Tu sais, on a vu émerger, il y a des selles il y a quelques années. C'est presque des selles d'ailleurs qui sortiraient d'une imprimante 3D avec ces filaments qui constituent l'assise en fait. Oui, c'est de ça qu'on parle. C'est vraiment. Tu en as maintenant, ils sont 3 ou 4 sur le marché à faire ça. Tu as eu l'occasion de tester, toi, ces celles-là? Oui, je roule sur une on dit les marques, nous, c'est comme ça. Je roule sur une Spé. Pour le coup, elle me convient, mais je pense pas que ça ait c'est un lien particulier avec la façon dont elle est fabriquée, juste qu'elle me convient. Voilà, je vais y revenir, ça sera peut-être la conclusion de comment on choisit sa selle, mais Physique a sorti quelque chose comme ça, exactement. Et il y en a un troisième dont le nom vient de m'échapper, il est parti dans les tréfonds. Ils sont trois à proposer de manière commerciale, c'est-à-dire que tu peux acheter, ils sont 3 à proposer quelque chose qui se ressemble, dont 2 sont fabriqués, si je ne me trompe pas, au même endroit, par la même société, puisque c'est des technos qui ne sont pas propriété vraiment des marques qui les diffusent aujourd'hui. Voilà. Pour moi, ça sera intéressant du point de vue de la personnalisation. En tout cas, si moi j'avais une attente, ça serait de personnaliser en termes non pas de morphologie ou de moulage, mais plutôt de pratique ou de filtration et de suspension. Tu vois, c'est là-dessus que et effectivement, ça veut dire qu'en impression 3D, peut-être qu'on ne ferait pas ça de manière micrométrique pour chaque postérieur et cycliste, mais on pourrait donner des gammes en fait. Et puis les fabriquer à la demande. Et bon, on est sur les démarrages de toutes ces technos. Tu sais, on a parlé des chaussures aussi. Clairement. Voilà, il y a eu quelques années, c'est un de nos amis communs qui a travaillé aussi beaucoup sur ces sujets-là. Le fantasme de dire que tu rentres dans un magasin et on t'imprime ta paire de chaussures ou on t'imprime ta selle de main, c'est pas irréalisable d'un point de vue de la technologie, c'est même réalisable d'un point de vue de la technologie. D'un point de vue de l'expérience client, de l'utilité, du parcours et de la logistique, ça relève de certains défis du coût aussi encore. Voilà. Donc, j'en pense pas du mal, c'est bien qu'on teste ces choses-là. C'est aussi moins de mousse, les mousses elles sont un peu complexes. Mais voilà, il y a ça dans les casques aussi. Voilà, moi il y a quelques années, j'ai travaillé avec une marque de casques
qui imprimait, alors là sur... Tu mettais un bonnet laser, c'est ça? Ouais, je scannais voilà, les c'est têtes et on imprimait le casque en fonction de la tête du client et de sa chevelure du moment aussi, d'ailleurs, ce qui m'a toujours un peu interpellé. Et puis c'était imprimé à base de végétal. C'était très intéressant. Ça n'a pas du tout explosé comme ça aurait pu pour des questions de technologie, de coût, etc. Même s'ils ont travaillé sur la partie logistique où après les gens pouvaient se scanner eux-mêmes avec leur iPhone, etc. Mais tu vois, ça n'a pas révolutionné le marché en tant que tel. Et pourtant, c'était intéressant de voir disparaître le polystyrène, par exemple. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, tout ça, c'est itératif. Tu sais, il y a toujours un premier qui arrive et puis finalement, des gens avec plus de moyens vont reprendre la technique à leur goût, la simplifier. On va voir sur la selle ce que ça donne. Je ne crois pas qu'on va révolutionner la forme des selles de manière générale. J'y crois plus trop. Sur la façon dont on les fabrique et dont on pourra les personnaliser, peut-être qu'il va y avoir des évolutions. Mais ça ne deviendra pas la majeure partie du marché. Ça restera pour moi des marchés de niche. Bon, clairement. Après, c'est un pari que je fais là. Je suis en phase avec toi. En tout cas, ce qu'on peut résumer, ce qu'on peut dire pour les personnes qui nous écoutent, c'est que le choix de sa selle dépend de nombreux facteurs. Hein. Le style de pilotage, j'allais dire, hein, la position, l'anatomie, et puis aussi les préférences de confort. Donc il est important, si vous avez cette possibilité, d'essayer plusieurs types de selles afin de faire son choix final. Comment est-ce que tu pourrais conclure, JP, sur ce thème? Je veux enfoncer, réappuyer 250 fois ce que tu viens de dire. Je pense que c'est là la marge de progression la plus importante de la partie professionnelle de la chose. C'est comment on peut proposer à nos cyclistes ou aspirants cyclistes de tester une selle. Parce que si ma pratique, c'est des sorties de 100 km minimum, je ne peux pas savoir si la selle me convient en faisant un tour de pâté de maison. Je ne peux pas savoir si la selle me convient en faisant 20 km. Je ne peux savoir si la selle me convient que si je suis amené à faire 100 km avec. D'un point de vue perso, quand les gens achètent un vélo, alors j'utilise mon intuition et mon expérience, appelez ça comme vous voulez, pour dire, toi je te verrais plutôt avec tel ou tel modèle de selle. Ton expérience. Voilà, l'intuition joue si j'y tiens. On va faire un premier tour et moi je regarde comment la personne s'installe sur la selle quand elle revient de danseuse. Voilà, et ça me donne quelques indications. C'est très, je pourrais très peu théoriser ça, Arnaud. Donc c'est pour ça que je parle d'intuition. C'est-à-dire que j'aurais du mal à dire oui, mais s'il fait comme ci, c'est comme ça. Non, j'observe. Et puis une fois qu'on a fait ce premier choix, je laisse le client partir avec cette selle et je lui dis fais ta pratique. S'il a besoin de faire de l'ultra et de faire 300, je lui dis fais un 300, fais 2 300. Si elle ne va pas, tu renvoies et tu testes autre chose. Et on identifie à quel endroit est la douleur, à quel endroit est la gêne, et on change pour un modèle qui va dans le sens de corriger ça. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à inventer. Alors moi, je le fais à ma petite échelle, évidemment. C'est un choix. Je pense que c'est tellement important et qu'on ne peut pas profiter du reste du vélo si on est mal installé. Donc, je choisis de le faire comme ça. Donc, j'ai plein de selles. S'il y en a qui, d'un point de vue business, se disent comment ça marche, à la fin, la selle, une fois qu'elle a été essayée 10 fois, elle finit par convenir à quelqu'un qui part avec cette selle à prix coûtant et je fais un heureux. Et en plus, il est bien sur sa selle et les selles sont encore en bon état, évidemment, elles sont comme neuves. Mais je pense qu'il y a quelque chose à inventer là-dessus d'un point de vue de l'expérience client. Si tu fais 200 et que si tu achètes une selle pour faire 200, il faut que tu puisses essayer 200. Pas juste en faisant un tour de pâté de maison parce que tu ne sauras jamais. Et que tu essayes. Et c'est là que je vais aller encore plus loin et on a évoqué ça tout à l'heure. Essaye avec ton cuissard préféré ou ton modèle de cuissard préféré, les bonnes chaussures, etc. Parce que, encore une fois, on essaye et sont multiples. On fait ces exercices, Arnaud, à chaque fois d'individualiser, de décortiquer les choses. Mais la vérité, c'est que quand on est sur un vélo, il y a une route, un vélo, un cycliste et un équipement. Et donc, c'est tout ça qui fonctionne ensemble. Le fameux système dont tu parles depuis le premier épisode probablement donc, de la saison. Ouais. Essayez. Voilà, bien, les selles. Essayez. Un grand merci pour ton temps, JP, toutes ces explications sur la selle, sa constitution, son choix. Un grand merci à toi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.